Bien. Alors voilà, ceci termine, si vous voulez, la partie sur l'amplificateur à transistor bipolaire. Donc, on va s'intéresser à l'amplificateur à transistor à effet de champ. Donc, TEC ou FET. Alors, FET, c'est Field Effect Transistor. Ici, on trace les caractéristiques, les différentes caractéristiques d'un transistor à effet de champ. Donc, on vous a dit qu'on s'y limite juste à deux caractéristiques. La caractéristique d'entrée n'existe pas car IG est égal à 0. Donc, il ne reste que la caractéristique de transfert. Qui est ID ou IDS en fonction de VGS. Ici, vous avez la tension de pincement. Ici, l'appelé VT ou VP. Et vous avez de l'autre côté la caractéristique de sortie. La caractéristique de sortie qui exprime ID en fonction de VDS. Pour le transistor bipolaire, on avait vu que on injectait un courant IB. Et en sortie, on obtenait un bêta IB qui produisait, grâce à la résistance de charge, la tension VS qui est proportionnelle à bêta IB. Donc, si c'est une attaque en courant et qui produit, grâce à une source de courant, la tension de sortie. Ici, pour le transistor à effet de champ, c'est la tension VGS qui est à l'entrée. Donc, c'est une attaque en tension. Et grâce à VGS, donc, en entrée, on obtient en sortie un courant IDS qui produit VDS. Donc, le transistor TEC, c'est donc une source de courant commandée par une tension, qui est la tension, donc le courant ID, commandé par la tension VGS. Et donc, la tension de commande, c'est la tension VGS que l'on va introduire à ce niveau-là. En dynamique. Donc, sur la gate, ou sur la gâchette, sur la grille, donc si tout ça c'est pareil, donc on va injecter un signal sinusoïdal ici. VGS. Alors, qu'est-ce qu'il a pour effet ce signal VGS? Donc il va faire déplacer le point de fonctionnement qui est obtenu grâce à la droite d'attaque et à la caractéristique de transfert, donc l'intersection, le point de fonctionnement. Donc le point de fonctionnement va se déplacer entre ces deux points, A et B. Et on parlera de régime linéaire ou de fonctionnement linéaire
si nous avons ID, si vous voulez, est égal à K VGS. Avec K, une constante. Pour que K soit constant, il faut pouvoir assimiler cette portion de courbe à une droite, à un segment de droite. Alors, pour cela, il faudra que VGS soit suffisamment faible. Et à ce moment-là, on a une proportionnalité directe entre ID et VGS. Et ce courant ID, eh ben, on va l'obtenir donc le point va se déplacer entre A et B. Donc on va obtenir un courant ID qui va se déplacer entre A et B. Donc, et le transfert s'effectue grâce à cette caractéristique de transfert. Au niveau de la sortie, donc nous disposons d'un réseau de caractéristiques en sortie pour différentes valeurs de VGS. Eh bien, le point B, ou plutôt le point de fonctionnement ici, P, qui va se trouver là. Donc, ce point de fonctionnement P va se déplacer sur la droite de charge dynamique, bien entendu, donc entre les points A' et B', et va produire donc la tension VDS. En supposant qu'il y a une certaine linéarité, bien que là, c'est pas bon ça. Là, on devrait décaler les caractéristiques vers la droite. Parce que là, je suis dans le coude. Bon. Théoriquement, la droite de charge doit se trouver dans la région de saturation. Sinon, là j'ai une déformation. Parce que je ne me trouve pas sur la caractéristique de saturation. J'ai oublié. Vous avez un crayon, s'il vous plaît, que je marque ça. Qu'on corrige ça sur le protocole. Parce que ça, c'est pas bon. Il ne faut pas que... Vous n'avez pas vu même avec le premier. Il ne faut pas que le point de fonctionnement B' se trouve sur le coude ou sur l'autre région. Il doit se trouver dans la partie où les caractéristiques sont horizontales. Sinon, on n'aura plus une sinusoïde. On a tout à fait autre chose. Donc là, il y a une petite erreur, il va falloir que je la corrige. Il va falloir que je vois avec Stani pour qu'on puisse la corriger. Donc là, c'est pas bon. J'attire votre attention là-dessus. Bien. Donc pour obtenir une sinusoïde, il faut qu'on se trouve que le point de fonctionnement, en fait, on doit se trouver par là. Hein. On va corriger tout ça un peu plus tard. Bien. Donc tout ceci, c'est pour vous montrer le principe de fonctionnement en signaux variables d'un transistor à effet de champ. On montre graphiquement que effectivement, lorsqu'on attaque l'entrée par un signal sinusoïdal, on obtient une sortie, un signal sinusoïdal. Mais maintenant, il va falloir comment dirais-je, déposer ou bien créer le modèle mathématique qui va permettre de réaliser les calculs. Et notamment de remplacer le transistor à effet de champ, comme on l'a fait pour le transistor bipolaire, par son schéma équivalent. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce qu'on appelle le modèle en régime dynamique. Alors donc, on vient de dire que pour le transistor à effet de champ, il se comporte comme une source de courant contrôlée par une tension VGS qui est donc contrôlée par une tension VGS. Cette tension donc contrôle le courant
ID ou IDS qui est fonction de la tension VGS et la tension VDS. Comme on peut le voir sur la caractéristique. En fait, pour le transistor, on avait vu qu'il y avait deux équations qui régissent le fonctionnement d'un transistor si on veut modéliser le transistor par la méthode des quadripoles. Eh bien, pour le transistor à effet de champ, il y a une seule équation. C'est l'équation de sortie, l'équation de transfert, qui donne, donc, en termes de variation, delta ID, ou delta IDS, qui est égal à D de ID sur D de VGS, delta VGS, plus c'est cette équation que je développe, bien, dont je parle des variations, D de ID sur D de VDS, delta VDS. Donc c'est cette équation. Moi je fais le développement en dérivé partiel. Alors, nous avons en termes de notation dit que les variations sont des minuscules avec des indices minuscules est égal à un certain terme. C'est un rapport d'un courant par rapport à une tension, donc c'est une conductance. Comme il ne s'agit pas du même composant, parce que là, ID c'est le courant de sortie, et VGS c'est la tension d'entrée. Donc ils sont très séparés l'un de l'autre. Donc il ne s'agit pas du même composant. Alors c'est pour cela que ce n'est pas une vraie conductance, c'est une transconductance. Donc, ceci c'est une transconductance qu'on va appeler GM. GMS. GM. Alors le delta, donc ça c'est ID, et le delta VGS, donc c'est petit VGS. Plus, de la même façon, c'est un courant de sortie sur une tension de sortie. Donc ça concerne bien un composant de sortie. Donc c'est un courant sur une tension, c'est une conductance. Donc ici, on va l'appeler GDS fois VDS. Donc ici, nous avons l'équation, la seule équation qui va nous permettre de modéliser notre transistor à effet de champ. Avec GM, c'est une constante et qu'on appelle une transconductance. De même, GDS, c'est une constante qu'on appelle la conductance de sortie ou du drain. C'est en fait la résistance du canal. Alors, pour que GM et GDS soient constants, il faut qu'on travaille en petits signaux. Il faut que la courbe doit être assimilée à ce segment de droite. Alors, à partir de cette équation, c'est l'équation de sortie. Il n'y a pas d'équation d'entrée. On va déterminer le schéma équivalent du transistor.
Donc au niveau de la grille et de la source, nous avons la tension VGS et rien d'autre. Il ne se passe rien. Donc c'est un circuit ouvert. Le courant IG est égal à 0 parce que on a une diode polarisée en inverse qui présente une résistance très élevée. Pour le circuit de sortie, il s'agit du courant ID qui est là et qui lui va se partager en deux courants. Il va se partager en courant GM-VGS. Donc comme GM est une transconductance, donc le produit GM-VGS, c'est un générateur de courant. Ça, c'est le premier courant. Auquel on va rajouter plus, donc ID vient là, donc il y a une partie qui part ici, c'est le GM VGS, plus le courant, qui va partir dans GDS, qui est égal à 1 sur RDS. Parfois, vous pouvez observer dans certains bouquins que cette résistance, on l'appelle RDS, ou bien, oui, RDS. Bon, tout dépend de l'écriture de l'équation. Donc, entre ce point-là, donc le courant qui circule ici, c'est donc GDS fois VDS. Ou bien, le courant qui circule ici, c'est VDS sur RDS. C'est pareil. Donc, ça n'a pas de... Donc, voilà le schéma équivalent du transistor à effet de champ. C'est très simple. Il est facile à réaliser et ça permet des calculs très simples. Pour les gens qui seront intéressés par la plateforme, les gens qui ne sont pas intéressés peuvent ne pas mettre leur nom, leur numéro. Hein. Bien. Alors, ceci étant dit, on va utiliser ce transistor à effet de champ pour réaliser un amplificateur. Il y a trois types d'amplificateurs. On ne va pas les faire tous. Donc, je vais m'intéresser à l'amplificateur ATEC et l'amplificateur source commune. Alors, je vais réaliser le montage complet avec la polarisation, la tension de polarisation VDD, qui, à travers la résistance RD, attaque le drain. Nous sortons sur la source pour aller vers une résistance de source RS. Et par la suite, on va aller à la masse. Du niveau de la grille, ou la gâchette, on va utiliser une résistance RG qui va permettre, avec un G majuscule, qui va permettre la polarisation automatique du transistor. Il est de quel ordre cette résistance? Sa valeur à peu près, c'est de l'ordre de l'ohm, c'est de l'ordre du kilo-ohm, c'est de l'ordre de la centaine de kilos. C'est de quel ordre? Il est très grande. Il est de l'ordre du mégohm. C'est grâce parce que il est de l'ordre du mégohm, le courant IG de fuite est de l'ordre de nanoampères. Donc pour avoir un potentiel assez conséquent ici, il faut que RG doit être très grande. Sinon, on ne peut pas avoir de polarisation automatique.
Et ça permet d'avoir une impédance très très élevée. Donc voilà le montage de polarisation d'un transistor à effet de champ. C'est ce que vous avez vu l'année dernière en S4. Et puis on va utiliser ce transistor pour effectivement ajouter du dynamique. Alors du nouveau circuit d'entrée qui est là. Donc nous avons un générateur EG avec sa résistance interne RG et on va utiliser une capacité C1 comme pour le transistor bipolaire qui va permettre d'isoler la source continue par rapport à la source génératrice. RG doit être grande, c'est pour la polarisation automatique de la grille. C'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de polariser. Donc, ça veut dire qu'il faut que la jonction grille source ou grille drain doit être polarisée en inverse. Pour la polariser en inverse, il faut porter la node à un potentiel inférieur à la cathode. D'accord? Et donc, le potentiel de la cathode, il est donné par la tension RS ID ou IS, et le potentiel de la grille, il est donné par RG fois le courant de grille. D'accord? Donc, et à ce moment-là, on polarise plus ou moins, selon la valeur de RG, plus ou moins, cette grille. Il y a d'autres façons de polariser. On peut polariser par un pont de résistance. Regardez votre cours de S4, donc vous avez plusieurs façons. Mais c'est la plus simple. Donc, je dirais, on utilise une capacité C1 de liaison et qui va donc empêcher le courant continu de passer de l'un et de l'autre. De la même façon, on va utiliser une capacité C2 pour attaquer la charge RE. Et on récupère la tension VS au bord de la résistance RU. Après, la capacité de liaison C2. Comme pour le transistor bipolaire, donc on va, pour ne pas être pénalisé au niveau du gain, on va découpler la résistance de source par une capacité de source, CS. À partir de tout ça, on va réaliser, et à partir de l'équation ID est égal à GM VGS plus GDS VDS, on va réaliser donc le schéma équivalent. De l'ampli. Alors, comme je l'ai dit, on commence toujours par le transistor, le schéma du transistor. Donc nous avons la grille. On a le drain. Et on a la source. C'est un montage source commune. Et ici, nous avons la masse. Voilà comment on établit un schéma équivalent. Si vous avez deux transistors, vous commencez par mettre les deux transistors, etc. Alors, et comme je l'ai dit, je vais barrer chaque fois que j'utilise un composant. Déjà, je peux dire que la source est directement reliée à la masse. Car en dynamique, les capacités se comportent comme des courts-circuits. On va les mettre ici. Les C sont des courts-circuits en alternatif. Donc ici, nous avons un court-circuit. De la même façon qu'ici, on va mettre tout de suite un court-circuit
Et là, on a aussi un court-circuit. Donc, alors, la source S va aller directement à la masse. Pardon? Pardon? Attendez. Doucement. D'accord? On va aller tout doucement. Donc ici, la source, on va la mettre directement à la masse. Donc, et de la même façon, donc RS n'apparaît pas dans le schéma équivalent. Bien. Alors, en dynamique, la tension VDD est aussi à la masse. Autrement dit, la résistance RD, pardon, je vais trop vite là. Excusez-moi, je me reprends. Vous m'avez perturbé avec votre VDD à la masse. Je suis allé un peu trop vite. Donc je dis que je termine le transistor. Donc au niveau de la grille, le courant IG est égal à 0. Et au niveau du drain, nous avons GM VGS avec la résistance RDS ou GDS. C'est comme vous voulez. Nous avons ici la tension VDS et ici nous avons la tension VGS. Et là donc j'ai terminé avec mon transistor. Donc je le barre. Alors, on va s'attaquer au circuit d'entrée. Donc à partir de la grille G, je vais vers la résistance RG et je vais à la masse. Et là, j'ai le courant IE, le courant d'entrée. Et j'ai la tension d'entrée, ici, VE. J'ai la résistance interne des générateurs et avec la tension EJ. En ce qui concerne le circuit de sortie, je vais tout doucement parce que c'est quand même fondamental, je l'avais dit, le schéma équivalent, si on l'a faut, le reste c'est faux. Pour ça qu'il faut aller tout doucement pour réaliser le schéma équivalent, même aussi simple soit-il. Donc nous avons, on sort du drain, donc la tension VDD en dynamique, c'est donc un court-circuit, et la résistance RD, il va se trouver entre le drain et la masse. Mais on va la barrer. Et il nous restera la résistance RU qui est entre le drain, donc tout ça c'est le drain, et la masse, et la tension assez bon, c'est VS. Vous observez que VS est égal à VDS. Dans ce cas particulier.
Des fois, on met une double résistance RS, on ne découple pas, etc. Bon, il y a plusieurs variantes, mais dans ce cas-là particulier, on a VS est égal à VDS et VE est égal à VGS. Bien. À partir de là, nous allons calculer les différentes. C'est le même schéma. Le schéma que j'ai tracé, ce schéma-là, celui-là, c'est le même ici. Oui. Cette résistance, RG, c'est celle-là. RG majuscule ou RG minuscule? C'est la résistance interne du générateur. C'est les 50 ohms du générateur. Bah, il est là, il est dedans, je ne peux pas l'enlever. Il reste. Pardon? Bah, il est dans le schéma. Vous voulez la supprimer, c'est ça? Mais pourquoi? Mais la capacité, il fait que juste le court-circuit. Il ne supprime pas des composants. La capacité, en dynamique, je la remplace par un fil. C'est tout. Il n'a pas à toucher aux éléments du montage. La résistance RG, au fait, en travaux pratiques, vous ne la voyez pas parce qu'il est à l'intérieur de l'appareil. C'est tout. Mais il existe. Il est de 50 ohms. Le plus souvent, il est de 50 ohms. Parfois, il est de 75. Donc, là, je reprends le même schéma. Hein, que vous avez vu. Et donc, on va définir, ou plutôt, on va calculer les différentes caractéristiques. Bon, là, c'est juste le sens du courant, là. Parce que dans le polycope, il est dans un sens. Le sens français, moi, j'utilise le sens anglo-saxon. Donc, le courant IS, c'est le courant qui traverse la résistance RU. Alors, le gain de tension, AV, c'est la tension de sortie VDS qui est égale à VS, dans notre cas, sur la tension d'entrée, VE ou VGS, c'est pareil. Alors, VS, on observe que la tension VS, c'est la tension au bord de ce point-là, et que je dois exprimer en fonction de VE ou de VGS. Donc, nous avons le courant GM-VGS qui circule dans ce sens, et c'est lui qui va circuler dans les trois résistances. Donc, je vais dire que, mettre un peu de place, qu'une résistance RD équivalent serait égale à RDS en parallèle avec RD et en parallèle avec RU. Ça, c'est RDS. Et VS est égal à moins GM VGS multiplié par le RD équivalent. Le gain en tension, puisque VGS est égal à VE, le gain AV est donc égal à moins GM RD équivalent. Donc le moins indique que qu'il y a une opposition de phase avec la tension VE d'une part
Et d'autre part, les ordres de grandeur nous avons RDS et le de l'ordre de 10K, de 10 kOhm. Autrement dit, avec RD de l'ordre de 1 à 5K et RU de l'ordre de 1K. Autrement dit, RD équivalent. Donc on peut dire que c'est RD en parallèle avec RU. Et le gain à vide, alors à vide, ça veut dire que RU est égal à l'infini. Et par conséquent, AV0, à vide, est égal à moins GM RD, directement proportionnel à la résistance du drain. En ce qui concerne l'impédance d'entrée, ZE ou RE, ça dépend des notations, qui est égal à VE sur IE. C'est donc RG. C'est une valeur très grande. Alors, pour la résistance de sortie, est-ce que j'ai rien oublié? Donc, pour la résistance en sortie, donc il va falloir appliquer la définition ZS ou RS est égal à VS sur IS pour EG est égal à 0. Donc EG égale à 0, ça voudrait dire que là, je remplace le générateur par sa résistance interne. Et donc il n'y a pas de courant. Alors ici, vous observez que VGS, pardon, je change de couleur. On observe donc, grâce à ça, VGS est égal à 0. Avec VGS égale à 0, GM VGS est égal à 0. Ce générateur de courant est équivalent à un circuit, comment? Fermé ou ouvert? Donc c'est un circuit ouvert. Donc là, on ouvre. D'après la définition, il va falloir remplacer la charge RU, que je n'ai pas dessiné ici, par un générateur de tension VS idéal qui fournit le courant IS. Et la résistance de sortie RS, qui est égale à VS sur IS, c'est RD en parallèle avec RDS. Comme RDS est souvent très supérieur à RD, ceci nous dit que RS est à peu près égal à RD. Voilà pour ce chapitre. Donc en conclusion, on peut dire que pour un amplificateur tâche source commune, nous avons un gain en tension assez élevé, car il est directement proportionnel à RD. Une très grande résistance d'entrée, car il est égal à R grand G, qui est de l'ordre de 1 mégohm. Une résistance de sortie moyenne, qui est de l'ordre de RD.
Donc ici, on termine le chapitre 1. Et on va démarrer le chapitre 2.